Pourquoi, demandait Krishnamurti en 1934, préférez-vous l'étude des livres à celle de la vie? Découvrez ce qui est vrai et faux dans votre environnement, avec toutes les oppressions et toutes les cruautés qui s'y manifestent, et vous découvrirez alors la vérité. Krishnamurti n'a cessé de souligner que le livre de la vie, où tout bouge perpétuellement, où tout est animé d'une vitalité que la pensée est impuissante à brider, est le seul livre qui soit digne d'être lu. Les autres n'offrant que des informations de seconde main. L'histoire de l'humanité, l'immense expérience, les peurs et les angoisses aux racines profondes, la douleur, le plaisir et toutes les croyances accumulées par l'homme depuis des millénaires, cette histoire est en vous. Ce livre, c'est vous. Le livre de la méditation et de la vie s'inspire, dans sa présentation, de la manière dont Krishnamurti ordonnait ses causeries et conférences. Il commençait généralement par expliquer ce qu'écouter veut dire et quelle est la relation entre l'orateur et son auditoire, avant d'aborder finalement les questions qui font naturellement surface lorsque notre vie est enfin en ordre et que des choses plus profondes commencent alors à affleurer à la conscience. C'est dans la dernière période de sa vie, entre 1985 et 1986, que Krishnamurti évoqua la question de la créativité et de l'avènement possible d'un mode de vie radicalement nouveau. Divers extraits de l'ouvrage que nous présentons ici abordent ces sujets. Dans l'enseignement de Krishnamurti, certains thèmes sont récurrents. C'est selon une vision très large qui s'est livrée à l'observation du panorama complet de la condition humaine, dans laquelle tous les aspects de la vie sont en interconnexion. Le livre de la méditation et de la vie présente une série de thèmes, un thème pour chaque semaine de l'année, dont le sujet est développé sur 7 jours. Les références des extraits cités sont répertoriées dans l'index bibliographique. Les lecteurs désireux d'explorer certains thèmes de manière plus approfondie sont invités à se référer au texte complet des ouvrages d'où sont extraits les passages cités. C'est en 1929 que Krishnamurti commença à s'exprimer en public d'une voix qui, selon Aldous Huxley, témoignait d'une autorité intrinsèque. Cette exploration magistrale de la nature de la vérité, de la liberté qu'a choisi d'entreprendre Krishnamurti, a finalement abouti à la publication de ses causeries, entretiens et dialogues traduits en plus de 40 langues et dont le tirage atteint aujourd'hui des millions d'exemplaires. Bien qu'il fût timide et réservé, Krishnamurti ne cessa de dispenser inlassablement des milliers de conférences, s'exprimant toujours sans notes ni préparatifs, avec un thème essentiel et récurrent, à savoir que la vérité est à la portée de tous, que sa découverte peut s'effectuer sans l'assistance d'aucune autorité de référence et dans l'instant, à l'image de la vie éternellement présente au cœur de chaque seconde. Krishnamurti aborde dans ses entretiens tout l'éventail des conflits et des préoccupations qui agitent l'individu et la société. L'observation dans toutes ses dimensions de notre comportement tel qu'il se révèle d'instant en instant devient l'action indispensable à notre transformation comme à celle de la société. Un de ses auditeurs lui ayant demandé lors d'une intervention publique les raisons qui le poussaient à s'exprimer et les objectifs qu'il se proposait d'atteindre, Krishnamurti répondit « J'ai certaines choses à vous dire. Dire peut-être quel est le moyen de découvrir ce qu'est la réalité vraie. Un moyen qui se ne réduise pas à un système, mais qui soit une manière de faire, une attitude. Et si vous pouvez découvrir vous-même tout cela, il n'y aura plus un orateur unique, mais une parole partagée entre nous tous, exprimant par la voix de tous cette réalité présente en notre vie, où que nous soyons. Nul ne peut en aucun cas accumuler la vérité. Ce qu'on accumule est toujours détruit et se fane.
La vérité ne se fane jamais, car on ne la découvre que d'instant en instant dans chaque pensée, chaque relation, chaque mot, chaque geste, le temps d'un sourire, d'une larme. Et si vous et moi pouvons la découvrir et la vivre c'est en même temps la découvrir, alors, loin de devenir des propagandistes, nous serons des êtres humains créatifs, pas des êtres parfaits, mais des êtres créatifs. Et la différence est immense. Voilà, je pense, la raison pour laquelle je m'exprime et peut-être la raison pour laquelle vous êtes ici à m'écouter. Seul compte le problème. Il n'y a pas de réponse à attendre. Car c'est dans la compréhension même du problème qu'est sa dissolution. Lorsqu'on lui posait une question, Krishnamurti répondait souvent « Découvrons ensemble ce que nous entendons par… » Et il examinait ainsi la question et la décortiquait en détail plutôt que de donner une réponse immédiate. Pour Krishnamurti, l'exploration de toute question, de tout problème, passe d'abord par un examen exhaustif de ceux-ci, plutôt que par la simple recherche logique et intellectuelle d'une réponse. Les extraits cités dans cet ouvrage sont présentés au lecteur comme autant de questions qui auraient pu lui être posées, mais sans l'inciter à attendre une réponse immédiate. Krishnamurti insistait sur le fait que le dialogue qui s'instaurait avec l'auditoire au cours des entretiens publics n'était pas intellectuel, n'était pas ancré dans la pensée ou l'idéal. En définitive, disait-il, le but de tous ces entretiens est d'établir entre nous une communication et non de vous imposer un certain ensemble d'idées. Jamais les idées ne changent quoi que ce soit à l'esprit. Elles ne provoquent jamais en lui de transformation radicale. Mais si nous pouvons communiquer individuellement les uns avec les autres dans un même instant et à un même niveau, peut-être y aura-t-il alors une compréhension qui ne soit pas une simple propagande. Ces entretiens n'ont donc pas pour but de vous dissuader ni de vous persuader en aucune façon, que ce soit par des voies directes ou subliminales. Dans la plupart de ses causeries et dialogues publics, Krishnamurti utilisait les termes « l'humanité » ou « l'homme » pour désigner l'ensemble de l'espèce humaine. Mais dans les dernières années de sa vie, il s'interrompait fréquemment pour dire à ses auditeurs « Attention, lorsque je dis l'homme, les hommes, cela inclut aussi les femmes, alors ne vous fâchez pas. » Krishnamurti parlait avec une simplicité extraordinaire, et non comme un gourou ou comme un guide spirituel ayant un enseignement annexe à transmettre ou un vocabulaire spécial ou des liens avec une organisation ou une secte. Au fil de ses voyages à travers le monde, l'engouement pour son enseignement limpide et authentique ne fit que croître. De 1930 à sa mort en 1986, son public ne cessa de s'élargir en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, en Amérique du Sud et en Inde. Cet ouvrage contient des extraits d'entretiens et d'écrits, certains déjà publics, d'autres inédits, datant des années 1938 à 1968, parmi lesquels on peut citer le premier ouvrage à succès de Krishnamurti, de l'éducation, Education and the Significance of Life, qu'il rédigea à l'ombre d'un grand chêne à Ojai, en Californie, et qui fut publié en 1953 aux États-Unis par les éditions Harper & Row, qui continuèrent par la suite à publier ses œuvres en Amérique pendant plus de 30 ans. L'ouvrage suivant, Première et dernière liberté, The First and Last Freedom, fut également publié par Harper en 1954, avec une longue préface d'Aldous Huxley, qui était un ami de Krishnamurti. Les commentaires sur la vie furent écrits entre 1949 et 1955 d'un premier jet sur des feuillets sans marge et sans correction ni rature. Aldous Huxley avait encouragé Krishnamurti à écrire et le manuscrit édité par Rajagopal fut publié en 1956. Il s'agit essentiellement d'une chronique des entretiens individuels
entre Krishnamurti et des personnes désireuses de l'approcher et de lui parler, et ces pages ont le frémissement d'une rencontre entre deux amis qui parlent et qui explorent ensemble sans hésitation ni crainte. Les chapitres dans ces ouvrages s'ouvrent souvent sur une brève description évoquant un paysage ou un climat ou des animaux se trouvant à proximité. La simplicité de cet univers naturel permet, par une transition facile, d'entrer au cœur d'un autre paysage, intérieur celui-là, de confusion, d'angoisse, de croyance, au cœur des préoccupations générales et individuelles évoquées par les interlocuteurs venus rencontrer Krishnamurti. Certains entretiens qui n'avaient pas été publiés dans les 3 premiers volumes de Commentaires sur la vie paraissent ici pour la première fois. Dans certains d'entre eux, inédits à ce jour, Krishnamurti parle de pensée-perception ou de la faculté de penser-ressentir pour décrire la mobilisation simultanée de toutes nos facultés perceptives. Life Ahead, face à la vie, et Think on These Things, inédits en français, furent édités par Mary Littens, une amie de Krishnamurti, en 1963 et 64, et publiés par Harper. Ces 2 ouvrages rassemblent une sélection de questions et réponses extraites de causeries destinées à un jeune auditoire et reçurent un accueil si enthousiaste qu'ils sont considérés à l'heure actuelle comme un classique de la littérature spirituelle et de la littérature tout court. Ils furent suivis d'une série de plus de 50 ouvrages. Krishnamurti estimait n'avoir aucune importance à titre personnel et n'être en rien indispensable au processus de compréhension de la vérité ou à l'acquisition d'une vision lucide de nous-mêmes. Il se compara un jour à un téléphone, à un appareil mis à la disposition de l'auditeur. Ce que dit l'orateur, expliquait-il, a très peu d'importance en soi. La seule chose qui compte vraiment, c'est que l'esprit soit suffisamment vigilant, mais sans effort, pour être en perpétuel état de compréhension. Si, au lieu de comprendre, nous ne faisons qu'écouter des mots, nous repartons invariablement avec une série de concepts ou d'idées, et ainsi, nous instaurons un modèle auquel nous nous efforçons ensuite de nous adapter dans notre vie quotidienne ou soi-disant spirituelle. Il ne serait sans doute pas inutile, au fil de la lecture, d'être attentif à la manière dont Krishnamurti considérait la relation entre 2 personnes à la recherche de la vérité. Voici ce qu'il disait en 1981. Nous sommes comme 2 amis assis dans le parc par une belle journée, parlant ensemble de la vie, de nos problèmes, examinant dans le détail la nature même de notre existence et nous demandant sérieusement pourquoi la vie est devenue si problématique. Pourquoi, bien que nous soyons intellectuellement très sophistiqués, notre existence quotidienne est un tel cauchemar, dénué de toute signification, hormis la survie, celle-ci étant d'ailleurs d'une certitude assez douteuse. Pourquoi l'existence, la vie quotidienne, s'est-elle transformée en une pareille torture? Nous pouvons aller à l'église, suivre tel leader politique ou religieux. La vie quotidienne n'en est pas moins un tourbillon désordonné. Même s'il y a, à l'occasion, des périodes de joie, de bonheur, il pèse toujours sur notre existence un nuage de ténèbres. Et ces 2 amis, comme nous, vous et l'orateur, le faisons, devise, en toute amitié, peut-être avec affection, avec attention, avec le souci de l'autre, afin de savoir s'il existe en définitive une possibilité de vivre notre vie quotidienne sans un seul problème.